Nous allons vous présenter un documentaire sur l'assisme 2014, semaine d'information sur la santé mentale, un documentaire filmé sur l'agglomération d'Évry dans différents lieux afin de sensibiliser le grand public à la question de la santé psychique. Expliquez-nous quel projet vous avez mis en place aujourd'hui pour l'assisme. Alors, le 20 mars prochain, on organise une porte ouverte dans notre établissement, donc où les personnes de l'extérieur, professionnels, familles, personnes en situation de handicap, pourront venir visiter l'établissement, découvrir nos différentes activités professionnelles, pour un premier temps, et puis ensuite un second temps de présentation de l'association des papillons blancs, auquel notre établissement est rattaché. Pourquoi vouloir participer à l'assisme cette année? Alors notre partenariat avec l'assisme est tout récent, il date de moins d'un mois, donc vous voyez, on ne peut pas plus récent. L'objectif c'est de faire découvrir notre établissement. On a vraiment aussi cette volonté de travailler en partenariat avec l'extérieur. Ça fait partie de notre projet d'établissement, donc voilà, on est dans notre démarche. Merci. Les aides plutôt du côté négatif, c'est-à-dire une vision de l'handicap, pas d'aide, pas d'encadrement. Je pensais que c'est là et je m'aperçois que c'est très très encadré, il y a beaucoup de possibilités, c'est très divers. Quand la personne arrive à l'ESAT, dans les 6 mois qui suivent son admission, l'équipe de professionnels se réunit avec la personne pour rédiger un projet professionnel, qui est un avenant à son contrat d'aide et de soutien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensemble, on va se définir des objectifs en fonction des attentes de la personne, de ce que nous on va pouvoir proposer. On va se fixer des objectifs à atteindre. Voilà. Tout ça en respectant le rythme de la personne. D'accord. Voilà. L'objectif, c'est d'accompagner la personne dans son parcours. Oui, d'accord. Voilà. Et je trouve ça formidable. Enfin, c'est très intéressant pour nous qui sommes reconnus travailleurs handicapés de pouvoir respecter son rythme, sa vision aussi. Et de proposer divers travails. Je me dis, ça doit aider énormément les gens. Ils doivent être un peu soulagés de trouver un minimum de dignité parce qu'ils travaillent. Les personnes qui viennent du milieu ordinaire qui arrivent chez nous, ce qu'elles peuvent dire après plusieurs mois dans l'établissement, c'est qu'ici, on prend en compte le rythme de leur maladie. Et ça, c'est important. C'est souvent ce qui complique le maintien en milieu ordinaire. Ouais, sur le plan technique, que ce soit en milieu ordinaire ou ici, les personnes ont le même niveau. C'est le niveau du rythme qui est imposé par la maladie. Des matins, on n'arrive pas à l'heure. C'est pas pour ça qu'on est renvoyé ici. On n'est pas renvoyé parce qu'on arrive en retard. C'est discuter, on essaie de comprendre ensemble ce qui ne va pas et on essaie de trouver des solutions. Ah oui, c'est vraiment un accompagnement très très important. Franchement, je trouve ça formidable. Ouais, tant mieux. Je trouve ça, franchement, c'est quelque chose. J'aurais voulu découvrir avant. Je le découvre aujourd'hui. Franchement, je suis très contente. Heureusement qu'il y a l'assisme. Voilà. Oui, c'est vrai, oui. Et je vous présente Madame Mathéo. Avec son fan club, excusez du peu. Voilà, donc en fait aujourd'hui c'est notre première table ronde. Et
Donc c'est vrai que l'IRFAS, en tant qu'institut de recherche et de formation dans l'action sociale, souhaite initier des espaces de dialogue, des espaces d'échange, des espaces d'analyse des pratiques pour pouvoir construire ensemble. Et se construire ensemble, on fait le pari que ça peut s'articuler entre étudiants, professionnels des secteurs, formateurs qui ont chacun leur propre discipline et leurs propres éclairages, pour construire ensemble en fait des pratiques de demain. Et donc construire les pratiques de demain, la spécificité de notre secteur, c'est justement de les re-questionner en permanence. Et donc ce soir tout particulièrement, puisqu'elle est venue d'emblée très rapidement me dire mais moi j'ai une super proposition pour une première table ronde, ce serait de travailler avec l'association Filigrane, qui est une association toute particulièrement repérée sur le territoire, justement pour la qualité de ses interventions et la qualité de son débat et de sa contribution. Contribution au sein du réseau de santé mentale, qui va être représenté aussi ici, et évidemment cette organisation de table ronde vient en écho avec la semaine de la santé mentale. Et parce que c'est vrai que même si ça a lieu, au départ c'était une semaine, maintenant on est plutôt sur du 15 jours, mais ceci dit, la thématique cette année était articulation entre information et santé mentale. Et du coup, avec l'association Filigrane, on voulait vous proposer de mettre en débat cette question-là sur le registre tout particulier des enfants. Parole au docteur Delépin, qui va nous renseigner sur les maladies mentales, comment ils peuvent filtrer la parentalité et quels peuvent être les risques pour l'enfant. Rien que ça. Bonsoir à tous. Oui, donc le sujet est très vaste. Il a été brossé dans le détail. Le contour a été défini de la nécessité de pouvoir border l'approche du problème à partir du cadre légal. En matière de maladie mentale, la loi de 1838 notamment est venue reconnaître la maladie mentale avec le souci de protéger ceux qui étaient les exclus de toutes les vicissitudes auxquelles ils étaient exposés. En même temps qu'elle se proposait de les protéger, cette loi les a exclus. Et on voit qu'il y a un rapport très, très complexe entre la protection et la stigmatisation et l'exclusion. Comment quelque chose qui peut être proposé dans le souci d'aider et protéger peut conduire à un effet, je dirais pas inverse, mais en tout cas à une certaine déviance. Comment, en protégeant des indigents, des gens en souffrance, on est arrivé effectivement à faire des lieux concentrationnaires et d'exclusion. Oui, la maladie mentale, à travers ce que disait Nabila Benamar, est quelque chose qui est une entité qui continue à faire peur en raison de l'étrangeté qui peut s'en dégager, la façon d'être au monde, d'être dans les modalités relationnelles avec les autres. Ce qui est important, c'est de voir en tout cas et d'avoir la possibilité d'apporter des réponses aux patients qui souffrent, mais quand un patient souffre, l'entourage souffre aussi, et il y a un certain nombre de questionnements, et il faut pouvoir effectivement se donner les moyens de pouvoir répondre aux questions qui sont posées. Et bien justement, je vais rebondir sur ce que dit M. Dr Galopin par rapport à un petit extrait d'un petit bouquin qui s'appelle Des jours blancs de Sylvie Dehors, qui
s'adresse à des enfants. Pour voir effectivement que le côté figé, finalement, dans l'accompagnement qu'on assume auprès des parents, il n'existe pas, enfin à ma connaissance, et qu'on est plus effectivement dans quelque chose de transitoire, de la suppléance et non pas de la substitution. Donc la maman de Lalou est belle et fragile, comme un papillon. Les jours rouges, elle rit beaucoup. Les jours noirs, elle reste au lit toute la journée. Et les jours où elle part sans un mot avec sa valise, ce sont les jours blancs. Les jours d'hôpital et d'absence. Alors ces jours-là, Lalou se réfugie chez ses voisins, Mathilde et le grand Yassou. En attendant que sa maman se sente assez forte pour revenir, elle dessine des papillons sur toutes ses boîtes à chaussures. Et quand elle colle dessus des perles et des paillettes, les papillons ont presque l'air de s'envoler. Alors, pour ma part, moi, ce qui me semble important, c'est de reparler de la fonction du parent. Puisque dans le cas de l'aide sociale à l'enfance, en tant qu'éducatrice, donc effectivement, quand un enfant est placé, la plupart du temps, c'est quand même par mesure judiciaire, s'il s'est avéré effectivement qu'il y a des troubles qui sont constatés auprès des parents. Donc, afin de protéger, donc il y a une mesure d'ordonnance de placement provisoire qui est renouvelée en moyenne tous les 6 mois ou il y a 1 an. Chef de service de l'antenne d'Evry du service social de l'enfance. Je ne suis pas venu tout seul, je vais présenter mes collègues qui m'ont accompagné, avec lesquels nous avons travaillé. Karine Bonzinski qui est éducatrice spécialisée, Christine Rakia qui est assistante sociale, et Jacques Forêt et Exveltoé qui sont tous les deux éducateurs spécialisés. Donc on a pris un temps, voilà, c'était un petit peu court à la commande, un temps cette semaine pour essayer de faire ressortir, de faire émerger des points importants par rapport à ce travail que font les enfants. De parents à malades psychiques, c'est qu'on a pas de parler de malades psychiques. Alors j'ai choisi de vous lire un petit extrait, avec Catherine on ne s'est pas consulté, heureusement on n'a pas fait le même bouquin. C'est Delphine de Vigan qui avait écrit dans Rien ne s'oppose à la nuit, hein, ça concerne sa vie. Sa vie, et elle évoque sa mémoire familiale, son enfance dans laquelle elle a vécu la décompensation de sa mère dans un contexte familial très très lourd, hein, pour ceux qui l'ont lu, puisque un contexte familial fait d'inceste de la part du grand-père et de plusieurs suicides. Je trouve intéressant parce qu'en fait il est assez rare d'avoir justement le point de vue des enfants, bon elle est adulte, mais ce qu'elle a vécu en tant qu'enfant avec sa mère. Le lendemain, ma mère décida qu'elle n'irait pas à son travail. Elle n'y était pas allée, la veille non plus. De même, elle estima que nous avions mérité une grasse matinée. Nous nous étions couchés tard, elle nous dispensait par conséquent d'aller à l'école pour une durée qu'elle ne précisa pas. Et donc on pouvait imaginer, à la manière dont elle l'évoqua, que celle-ci avait tout lieu de se prolonger. En outre, ma mère percevait à distance, et depuis quelques jours, que M. Rigon, le professeur de mon collège, était très énervé. Il était préférable d'éviter tout contact avec lui. Je n'avais aucune envie de rester avec elle. Je commençais à trouver qu'elle ne tournait pas rond. J'insistais pour partir en classe et tenter de convaincre ma sœur Manon d'en faire autant. Mais Manon refusa. Elle préférait rester avec ma mère, dont elle percevait le désarroi. On a vu ce qui me conduisait au collège. Je tentais d'analyser la situation. Fallait-il s'inquiéter? Même avoir passé en revue les éléments de la veille et des jours précédents, il me fut impossible d'admettre que ma mère déraillait pour de bon. Et encore moins qu'elle pût devenir dangereuse pour nous ou pour elle-même. Ma mère traversait une mauvaise passe, c'était tout. Arrivé au collège, je retrouvais Virginia et Jean-Michel, un autre ami de ma classe, qui avait prévu de sécher le cours de gymnastique pour aller au Galeries Lafayette. Je parlementais un moment avec eux, j'étais venu jusque-là par le bus, j'hésitais à repartir, je finis par accepter de les suivre. Pour une raison que j'ai oubliée, nous repassâmes chez Virginia, et à peine arrivé chez elle, donc ça se trouvait en face de chez ma mère, je m'approchais de la fenêtre. Et du 6e étage, la vue plongeante me permettait d'observer ce qui se passait chez nous. Je découvris ma mère debout dans le salon, elle était nue, son corps était peint en blanc. Cette vision me coupa le souffle. Paralysé, je ne pouvais détacher mon regard de la scène à laquelle j'assistais, sans pouvoir y croire, tout à fait. Je cherchais Manon qui échappait à mon champ de vision. Près de 2 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais quitté l'appartement. Quelque chose n'allait pas du tout. Je ne voulais plus me rendre au Galeries Lafayette, je voulais rester là et que tout s'arrête et redevienne normal. Je restais un moment à regarder Maman. Il m'était de plus en plus difficile de respirer. Elle se tenait toujours debout. À ses gestes d'impatience, je compris qu'elle demandait à Manon de s'approcher d'elle. Ma mère tapa du pied. Manon n'apparut pas, refusant manifestement de lui obéir. Soudain, ma mère s'empara de la planche de bois qui servait de dossier au vieux fauteuil de coiffeur.
Les deux mains, elle la leva au-dessus de la tête. La planche était suspendue en l'air, prête à s'abattre sur Manon. Je me jetai alors dans les escaliers, traverser la rue sans regarder, et en quelques secondes, je fus dans le hall de notre immeuble, monter les marches 4 à 4. À bout de souffle, j'arrivais devant notre porte. Je hurlais, elle la tape, me ruer sur la sonnette sur laquelle j'appuyais de toutes mes forces, hurler encore. Dans ma panique, je finis enfin par prendre conscience que j'avais la clé. J'ouvris la porte et je me précipitai dans le salon. Ma mère tenta de retenir Manon par les cheveux. Manon se jeta dans mes bras. Ma tante était là contre moi, elle pleurait. Ma mère avait voulu lui planter des aiguilles d'acupuncture dans les yeux. Elle avait réussi à en planter une sous son œil droit. Soudain, des hommes en uniforme apparurent derrière nous. Quelqu'un avait appelé la police était là. Tout se mêla dans une insoutenable confusion. Ma mère était nue, les peinte en blanc, le regard hagard et le corps tremblant. Maman était terrorisée, Virginia et Jean-Michel nous avaient rejoints. Quelqu'un me suggéra d'emmener ma sœur chez le médecin d'à côté, au numéro 7 de la rue. Je lui lâchai la main et Jean-Michel l'a pris dans ses bras. Il nous fallut sortir de l'appartement, il nous fallut laisser ma mère nue et blanche face à une demi-douzaine de flics. Chez le médecin, un brigadier nous retrouva. Depuis combien de temps je veux dire, ça interpelle forcément l'histoire. Tout événement incompréhensible à un moment donné doit nous amener à nous poser la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut saisir de ce qui nous est dit. On ne va pas prendre au premier degré comme ça les insultes. Il y a matière à s'arrêter. J'ai les droits. La question qui se pose, c'est pourquoi cet enfant de 15 ans refuse de voir son père. C'est pas je veux voir mon père et on me l'interdit, c'est qu'il refuse. Il y a donc matière. Alors là, ça interroge encore une fois l'histoire, hein, effectivement, sûrement la place de ce père laissé par la maman, quelles ont été les actions de ce papa vis-à-vis de ce fils, peut-être à cause de sa souffrance, de sa maladie, de son handicap qui ont pu conduire à cette mesure de protection, une tutelle qui n'est pas une mesure simple. Hein. La tutelle, c'est quand même la représentation, hein, c'est quelqu'un qui est représenté de manière continue, hein, dans les actes de la vie civile. Donc il y a sûrement eu des choses au niveau de l'histoire qui ont été très très compliquées. Mais là, par rapport à la question posée, c'est peut-être plutôt que d'essayer à tout prix, même si on pense que ce serait bien que ce fils puisse rencontrer son père, c'est de parler un petit peu avec lui de ce que son père représente pour lui. Croisée sur l'accueil, parce que effectivement, c'est ce que je me disais en écoutant, que quel cadre pour donner des informations. Alors, on a parlé de la reconnaissance, d'abord la reconnaissance de la personne, mais pas que de la personne, des personnes. Qui me dit quoi? C'est un expert, c'est un psychiatre, c'est un homme, c'est une femme, il est qui pour me dire ça? Il est qui pour me dire ça à moi? Il est qui pour me dire ça à moi alors qu'on en a parlé à mes parents en premier, mais pas à moi, alors que je suis majeur? Donc ça pose beaucoup de questions par rapport à la reconnaissance déjà des personnes. Reconnaître, hein, ça veut littéralement dire naître de nouveau avec, hein, donc avec l'interlocuteur, et aussi reconnaître la maladie, surtout, mais ensuite, c'est d'abord reconnaître la personne. Parce que sinon, on commence par reconnaître la maladie, si on commençait par reconnaître la personne, on va arriver sur les tic-tac, ou alors, ce que vous disiez très bien, je suis la maladie. Voilà. Et donc, toujours avoir des idées, alors là, pour le coup, de prendre des lunettes où je ne résume pas la personne à sa maladie, mais ensemble, on peut reconnaître cette maladie. Voilà. Et donc, effectivement, il peut y avoir des maladresses qui sont graves, il peut y avoir des diagnostics posés, mais de façon traumatisante, c'est-à-dire que ma sécurité de base, elle explose, boum, c'est le propre d'un traumatisme, ça. Le traumatisme, c'est que ça allait, j'avais une certaine vision du monde, de moi, là, et puis tout d'un coup, paf, le traumatisme. Que vous osiez les demander aux professionnels pour qu'ils vous les donnent. Et que parfois, ce n'est pas suffisant même d'aller sur Internet et de trouver des informations. C'est des informations qui sont valables pour tout le monde.
Alors qu'en fait, il faut après les personnaliser, les contextualiser, c'est-à-dire les mettre dans votre contexte. Et ça, rien ne peut remplacer. Un professionnel, il ne peut pas savoir exactement ce que vous vivez. Et donc, c'est vous qui savez ce que vous vivez. Et quand vous demandez au professionnel, mais est-ce que vous pouvez m'aider à mieux comprendre comment je peux comprendre telle chose ou vivre telle chose, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous y arriver à répondre. Mais en tout cas, il y a plus de chances qu'ils puissent vous aider si ça vient de vous. Et non pas une information qui débarque comme ça de l'extérieur en disant vous êtes ceci, vous êtes cela. On ne peut pas dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Tu peux développer, tu as le droit, hein. Vas-y, c'est bien. Ah, Oui, c'est juste, mais ce serait bien que tu en dises un peu plus. Le psychiatre, oui, mais... Il ne faut pas laisser la responsabilité co-médicale et co-médicale, bien sûr. Je disais que entre, oui, le médical peut-être qu'il en faudrait plus, justement pour aider à guérir, mais il n'y a pas que le médical qui peut aider à guérir. Voilà, le côté social est important, la famille est importante, l'entourage est important. Lui, on peut se retrouver sans étiquette, c'est probablement très thérapeutique. Oui. Lui, on peut se retrouver sans étiquette, c'est très thérapeutique. C'est au moins aussi important d'être soi-même sans crainte d'être étiqueté. Donc, probablement d'ailleurs que si les adhérents du GEM peuvent parler là, ici, du diagnostic, c'est parce qu'ils savent que quelque part ça ne changera rien dans la façon d'être reconnus les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est un vrai problème. Quand on parle, c'est pas pour dire que c'est l'équivalent du sida, mais on a eu exactement la même chose. Les personnes ne pouvaient pas dire. Maintenant, ils peuvent le dire parce qu'ils savent ils peuvent se traiter et puis qu'ils ne vont pas être rejetés. Mais pendant longtemps, les gens ne pouvaient pas le dire. Et nous, on leur disait, mais non, ne le dites pas. Parce que vous risquez d'être rejeté, parce que c'est compliqué à porter. Alors qu'on voit aujourd'hui, à partir du moment où le pronostic a changé, aujourd'hui on peut en parler, parce que les gens n'en ont plus peur. Mais on voit bien que c'est une question de représentation et que ça peut changer. Et donc, mais en tout cas aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas, au niveau du travail, où, quand, comment on peut dire un diagnostic si on risque pas d'être. Ça risque pas d'être à notre dépens, en notre défaveur si on le dit. Et parfois, si on ne le dit pas, ça peut être aussi se retourner contre nous parce que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est pas simple. Hein. C'est sûr que c'est difficile. C'est compliqué. Hein. Oui. C'est très, très compliqué. J'ai la chance de travailler en tant qu'assimilé fonctionnaire, mais ceci dit, c'est une bataille quotidienne. Et il faut se battre pour ses idées et puis pas laisser les autres influencer en fait. Et le monde du travail parfois est déjà difficile en tant que malade, ça demande double travail. Donc c'est difficile de pouvoir travailler souvent, trouver un emploi. Et là, c'est l'accès à l'emploi. À l'emploi qui est compliqué, qui est difficile pour la plupart. Et plus vous êtes handicapés mentaux, ou c'est pareil, moi j'ai été voir des ESAT où il y a beaucoup de personnes qui sont dites handicapées mentales légères, elles n'ont pas beaucoup d'autres accès pour la plupart que les ESAT. Et les handicapés déficientes visuelles, les personnes déficientes visuelles, elles n'ont pas beaucoup de place non plus. Hein. C'est très très difficile, il n'y a pas beaucoup de centres de formation. Pour trouver quelque chose, c'est 6% dans les sociétés, donc c'est très, très compliqué. C'est les dernières qu'on emploie, parce que le matériel est très cher, encore en plus, donc voilà quoi. Vous avez d'esprit quelque chose, il va falloir les déposséder. Donc là, j'entends qu'il y a peut-être de cette origine-là, c'est-à-dire on ne comprend pas et on se dit, oh là là, qu'est-ce qui a dû nous arriver on s'appelle les gens qui sont tombés sur la tête, là, sur le vol au-dessus du coucou, là, il y a... Voilà. Mais si on prend au niveau du sens, alors, c'est une autre vision. Le diable, diaboliser, ça veut dire séparer. C'est l'inverse de la symbolisation. Or, c'est pas inintéressant de se dire il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on disait schizophrène, c'est que la dissociation, ça veut dire que c'est séparé. Il y a des moments, quand on est dans la maladie, quand on ne va pas bien, on ne sait plus, on n'arrive plus à tout intégrer, on peut avoir l'impression qu'une partie de nous-mêmes nous échappe, ou qu'une partie de notre corps n'est pas à nous, etc. C'est cette séparation. Alors, c'est pas un esprit, je sais pas quoi, mais il y a bien cette question de se dire, mais moi, je suis qui ?
Et la symbolisation, c'est la capacité à dire je, d'avoir conscience que tout ce qu'on souffre, c'est bien nous, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un qui vit à notre place, etc. Donc c'est pas inintéressant, non pas en termes de rejet, de jugement, mais d'essayer de comprendre effectivement entre la notion de dissociation ou la notion de réunification. C'est tout à fait pareil. Je sais pas si... Mais c'est pas pour relativiser, mais c'est vrai que vous voyez les statistiques officielles, où on va vous parler, on dit que 2% de la population a des problèmes, allez, on va dire psychiques. Et puis après, vous allez trouver d'autres études qui vont jusqu'à 5% de la population. Et j'ai vu dernièrement même là 10%. Bon, ce qui veut dire qu'effectivement, où commence la maladie? Pardon? Parce que ça englobe aussi. Oui, mais voilà. C'est pas la même définition. C'est la même chose. Mais où commence la maladie psychique? On ne parle pas mentale, on dit psychique. Est-ce qu'effectivement 10% de la population n'aurait pas à un moment donné dans sa vie des problèmes, des troubles psychiques? Oui, probablement. 10%, c'est ce qui veut dire que ce n'est pas pour relativiser la maladie de certains à qui on a mis une étiquette. Mais autour de nous, beaucoup de gens, oui, sont à un moment donné dans leur vie malades psychiques. On dirait mince entre la normalité et la folie. Le problème, c'est qu'on en reçoit de plus en plus d'informations, mais qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on peut en faire? Il y a des moments quand on nous dit il y a tant de morts par là, tant de morts par-ci, etc. Mais on va en faire quoi de cette information? Est-ce qu'elle nous sert? Et comment on la traite? Et parfois, on a l'impression qu'il y a une espèce d'entonnoir, on nous gave d'informations, mais on ne nous donne pas souvent, la plupart du temps, les moyens de les traiter, ces informations. C'est que normalement, c'est la personne hospitalisée qui autorise, qui désigne une personne de confiance. Et dans le cas de l'hospitalisation en psychiatrie, se pose le problème de la prise en compte du choix du patient, j'imagine. Enfin, au moment où il est hospitalisé. Quelqu'un qui est hospitalisé à l'HDT, voilà, il ne va pas accepter. Alors, est-ce que vous comprenez, ça c'est un peu une question que je vous pose, est-ce que vous comprenez que la famille, vos parents, vos proches, aient besoin d'avoir des informations et aient besoin de communiquer avec le psychiatre qui vous suit? Oui, mais moi je pense que les parents, ils sont plus proches pour comprendre leurs enfants que n'importe quel médecin sur Terre. Mais maintenant, il faut être très attentif à ce qui se déroule. Et pour moi, les enfants, quand ils sont petits, je pense que s'ils ne sont pas contents de l'emplacement où il est destiné, qu'il va vivre sa vie, je pense que s'il n'est pas content, il va se réfugier dans des rêves. Et dans des rêves, au début, il va commencer à faire des rêves qui sont accessibles. Mais le problème, c'est que les parents, ils sont occupés par autre chose. Donc forcément, ils n'ont pas la capacité d'écouter entièrement, d'être disponibles entièrement pour pouvoir écouter le rêve de l'enfant. Et si on n'est pas écouté, donc ce qui se passe, l'enfant, il voit son rêve qui ne peut pas se réaliser. Donc, alors s'il n'a pas de solution, eh ben, ce rêve, il va faire que l'agrandir, parce que c'est que les rêves qui le font vivre, il va faire que l'agrandir. Et forcément, au fur et à mesure qu'il a des grands rêves, et ben là, il s'éloigne de la réalité parce que ce n'est pas réalisable. Voilà, c'est ce que je pense. Parmi d'autres, c'est infini après. Voilà. Il y a une différence entre les rêves et les projets? Et ben, c'est là où justement l'enfant, il faut l'encadrer pour lui apprendre à faire la différence entre les rêves et les projets. Absolument. Voilà. Parce que pour moi, un enfant, il est très intelligent, très attentif et très disponible. Donc ce qu'il a l'enfant, c'est qu'il n'a pas encore eu le temps d'apprendre les mots pour pouvoir attirer l'attention des parents et pour leur expliquer qu'est-ce qui se passe en moi. C'est très important parce que si vous ne faites pas attention à ce qui se passe à mon âge, ça va être beaucoup plus grand. Donc ça veut dire que j'ai besoin de seulement un petit peu de votre temps, mais si vous ne faites pas attention, plus on avance et plus vous allez avoir besoin de me donner beaucoup plus de temps. Et le temps, on sait bien qu'on est tous pris par la côté. Après, j'ai galéré pendant 3-4 ans à voir différents psychiatres pour pouvoir trouver un traitement sur la maladie. C'est très difficile à déceler. Et on ne pose pas le médicament, il faut trouver le bon médicament qui pourrait accéder à l'apaisement. Enfin, voilà. Et maintenant,
au jour d'aujourd'hui, c'est bon, mais il y a encore du travail. Et tout n'est pas gagné, en fait. Et il faut... C'est difficile de voir cette difficulté pendant 3-4 ans, avoir des hauts et des très très bas, sans que les médecins puissent faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas rassuré, ils n'ont pas rassuré, ils n'ont pas dit que c'était... Ils m'ont dit que c'était à vie, mais ils n'ont pas... Moi, c'était très 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 difficile. Ben, merci. Pas une fatalité. La fatalité n'est pas une cause perdue. Perdue souvent dans les nuits d'insomnie. Insomnie et cauchemar. Cauchemar habite minuit. Après la nuit, le jour. Le jour, je dors, la nuit, je me lève. Lève-toi, mon fils. Fils de mon frère, frère Durand nous demandait de nous asseoir. Asseoir, non pas debout. Bravo. Bravo, on peut applaudir. Ce moment d'écriture est agréable. Agréable est la ville sous le soleil. Soleil et pluie faisaient un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est riche de couleurs. La couleur de ta peau est étrange. Étrange, sac à dos. Son dos était lacéré. Le mot lacéré est un déchirement. Déchirement n'est pas un synonyme forcément d'abandon. Bravo. Très joli celui-là aussi. Vous pouvez dire la dernière phrase? Déchirement n'est pas un synonyme forcément d'abandon. C'est toi qui l'as fait? Non. Je plaisante. Assez étonnant et finalement à l'oreille assez sympa. C'est groupé. Oui. Et c'est voilà, là on se perd dans les méandres de l'esprit de chacun, avec chacun son style, chacun avec une résonance des mots, puisqu'à chaque fois le dernier mot reprend le début de la phrase. Donc il y a quand même un certain rythme, une certaine sonorité. Et comme c'est qu'une seule phrase, c'est assez facile à faire. MOTS pour mot MAUX. Donc moi ce que je pensais vous proposer aujourd'hui, c'est la confiance dans les mots. Sachant que c'est à vous d'interpréter les mots soit MOTS ou mots MAUX. Donc le thème, ça va être la confiance dans les mots. Donc après, vous écrivez ce que vous voulez. Ça peut être un petit poème, ça peut être un petit texte écrit, ça peut être... À nouveau, on a vu qu'un texte, ça pouvait être informatif, ça pouvait être pour communiquer, ça pouvait être pour s'exprimer, ça pouvait être pour créer. Donc là, je vous laisse le choix justement de ces différentes fonctions pour créer ce que vous voulez, pour faire ce que vous voulez, autour du thème « La confiance pour les mots ».
Et j'ai des questions. Deux points. Deux points. Et là, vous mettrez votre question. Donc, pourquoi vous m'avez dit? Pourquoi les animaux, vous m'avez dit, sont en cage? Là, vous le marquez. Enrichir ce vocabulaire pour asseoir une confiance en soi-même. Le savoir est une force nouvelle. Se rassurer dans la capacité à s'exprimer par les mots. L'enfer serait de ne pas avancer dans l'expression. Je découvre les ateliers d'écriture, c'est un plus maintenant. Utiliser les moyens de communication davantage. Ne plus être déstabilisé par les mots, moins se marquer de solitude. L'écriture permet le recul, retravailler des situations, je le découvre aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez apprécié ce moment? J'ai mis tout dans le texte en fait pour dire que ça me permettait de faire justement d'avoir du recul des choses que je manquais et du coup que c'est l'écriture qui m'apporte en fait. Et ça fait le deuxième atelier d'écriture que je fais, je suis contente. D'accord. Et est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez pu écrire? Oui, ça va. Bien, merci beaucoup. Quelqu'un? Oui. Vous, comment vous avez ressenti les choses? C'est une manière de s'exprimer et de faire sortir les choses tout doucement, en pensant à se servir de cette activité pour sortir les choses qu'ils ont du mal à sortir. C'est pour vous, ça a été difficile en plus? Ça a été assez difficile parce que j'ai pas l'habitude d'écrire, j'ai pas eu l'habitude d'avoir un stylo entre mes mains, donc j'ai négligé cette manière de s'exprimer. Et est-ce que vous avez apprécié finalement? J'ai apprécié et je pense que si je veux dire d'autres choses, je pense que ce sera un petit peu plus facile grâce à cette activité d'aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bon, super, merci. Quelqu'un d'autre? Ouais, ça va très bien. J'ai pas encore réussi à dépasser le livre. Parce que justement, la confiance, c'est mon problème. Oui. Donc, est-ce que vous voulez que, comme pour Isabelle, que je le lise? Non, je préfère pas non plus. Vous préférez pas non plus? Non, je n'ai pas encore passé. Par contre, ce que je vous proposerais, c'est, si vous le souhaitez, c'est que moi je le lise avec vous en fil et si vous D'accord, oui, je veux bien, oui. Voilà. Comme ça. Donc on fera ça comme ça. Mais c'est déjà une première étape. Oui, voilà. Réussir à écrire. Est-ce que ça vous a plu d'écrire? Oui, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce qu'il faut une inspiration. On ne sait pas trop si on peut être hors sujet ou pas. C'est une inspiration qui vient d'un seul coup. Alors on sait, bon, peut-être qu'on n'est pas dans le sujet, mais en même temps, c'est une inspiration qui vient sur le moment. Et après, vous savez, on est là, il n'y a pas forcément de sujet dans le sujet ou pas dans le sujet. C'est laisser une Mais déjà, c'est une première étape, c'est de réussir à écrire et à le lire à une personne. Oui, voilà. Merci. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de réécrire à nouveau. Peut-être au sein du GEM, au sein des ateliers murs, peut-être proposer cette activité-là aux formateurs, éducateurs ou directrices. Voilà. La directrice, elle a une question à vous poser, à tous. Aussi bien ceux qui ont animé l'atelier que vous qui y avez participé. Est-ce que le fait d'être dans cet endroit, ça vous a apporté quelque chose? Super sympa, D'accord.
qu'ils se sentent très à l'aise. Ouais. C'est un endroit propice pour écrire. Ça décuple le savoir, ça décuple l'envie, l'imagination. Et d'être entouré de livres. Ouais. C'est un côté apaisant. Donc d'être un peu délocalisé de temps en temps et pas dans les murs du GEM ou dans les murs de l'EJAC ou de la plateforme. Finalement, c'est pas mal. Surtout dans un endroit aussi beau que celui-là. Et aussi propice. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir les gens circuler autour. Ouais. C'est aussi agréable de faire vivre justement les mots MOTS et MA8. De les faire vivre à travers un public qui est là, qui nous entoure, qui vient, qui passe, qui écoute, qui est dans l'oreille, qui repart. C'est agréable. Vous autres, je sais pas. C'est calme. C'est calme. Je trouve que c'est moderne, c'est une architecture d'aujourd'hui et je pense que c'est la maison du savoir. Donc on a tous plein de questions et je suis sûr qu'il y a les réponses dans les livres qui nous entourent. Il suffit de trouver le bon et la bonne page. Voilà. En tout cas, ça donne envie de s'inscrire à la médiathèque. Ça donne envie de... Combien le coût pour quelqu'un qui est en... C'est gratuit quand on habite Évry. Quand on habite Évry. Ah, mais j'habite Corbeil. Quand on travaille ici. Et pour finir, que pensez-vous de la formule les mots MOTS pour les mots MA8? Des mots pour exprimer ce dont on souffre. Merci. Vous en prie. Bonjour, comment avez-vous su qu'il y avait un atelier d'écriture aujourd'hui? C'est Madame Massel, la directrice de l'ESAT Hors-les-Murs de l'ADAPT d'Evry, qui m'a prévenu hier après-midi à 15h. Pourquoi avez-vous voulu participer? Parce que ça me change les idées. D'accord. Qu'avez-vous retenu d'essentiel de cette matinée? Essentiel. Faut croire en soi. Connaissez-vous la semaine d'information sur la santé mentale avant? Oui, je la connais, mais par contre, je ne connais pas les dates. D'accord. Alors, qu'en avez-vous pensé? De cette matinée, ça me beaucoup plu. Merci. Après. Isabelle, journaliste adhérente au GEM Intercession, en direct de la médiathèque Albert Camus. Merci, à bientôt.